Tiens, mon là, immense homme, car c'est par là. Tu me suis? Bien sûr, je te suis. Ah, petit ourson, ah, je me pose la question, mon art, quand même. Bon, les Levallois, Jeanne de France, le duc, ensuite, ils prennent, bon, même s'il y a une onde spéciale qui permet de... Mais ils jouent un double jeu, alors. Et dans quel but? Bah, pour préserver le savoir. Sans se faire assassiner, pouvoir remettre en place peut-être les territoires de France. Je sais pas, moi. Ah oui, mais pourquoi il aurait fait ça au sang de Berry? Peut-être à cause de ses ancêtres. Bah, apparemment, ses ancêtres, il vient de Normandie, lui. C'est les ducs de Normandie. T'as été voir? Bah, justement, j'essayais un peu de chercher. Et ben, on va aller voir ensemble. Tu veux? Ah bah oui, mon gars. Alors, qu'est-ce que nous en dit des ducs de Normandie? Depuis le 8e siècle, la chrétienté franque subit les assauts répétés de ses navigateurs hors pair. En 911, le chef scandinave Rollon est battu par une coalition de Francs sous les murs de Chartres. Ce moment est décisif car le roi carolingien Charles Simple, en position de force, va en profiter pour négocier la paix avec le chef nordique, et cela pour plusieurs raisons. Le roi souhaiterait tout d'abord s'étendre sur le royaume de Lotharingie, sans être menacé directement par les Vikings. Ensuite, cette paix permettra de stopper les incursions et donc les exactions venues du nord. En optant pour l'intégration et l'assimilation, le roi franc mise sur le long terme. La paix de Saint-Clair-sur-Epte est signée en 911, et Rollon reçoit les comtés de Rouen, Évreux et Lisieux. Le duché de Normandie est né, Normandie signifiant le pays des hommes du Nord. Rollon et ses hommes doivent se convertir au christianisme et ont pour mission d'assurer la protection du royaume. Une aristocratie normande forte va alors se développer pendant un siècle, permettant d'étendre ce territoire qui va devenir un des plus puissants du royaume. C'est ainsi qu'aux alentours de 1027, sans doute en automne, naît à Falaise Guillaume, fils de Robert le Magnifique, duc de Normandie, et d'Arlette, une fille de la ville d'origine modeste. Usant donc de la tradition moret-danico, Robert le Magnifique fait reconnaître son fils comme son successeur à l'aristocratie normande, avant de partir en pèlerinage à Jérusalem, pèlerinage dont il ne reviendra jamais. Il expire en 1035 sur la route de Nicée, et Guillaume, âgé de 8 ans, se retrouve contesté par les barons locaux. Son enfance et son adolescence sont marquées par la violence qui règne autour de lui. Malgré la tutelle et la protection de proches de son père, sa légitimité est remise en cause du fait de sa bâtardise, qui sert surtout de bon prétexte aux ambitions d'autres familles. Un événement sanglant traumatisera Guillaume, alors âgé de 13 ans. L'assassinat d'un de ses tuteurs en pleine nuit, égorgé dans la même pièce, obligeant le jeune duc à se dissimuler pour échapper à la mort. Événement marquant s'il en est, son caractère en sera bouleversé à tout jamais, le rendant par la suite implacable dans ses choix. Malgré toutes ces tentatives, Guillaume atteint la majorité et s'émancipe de la tutelle familiale. C'est à ce moment qu'une grande rébellion éclate, clairement dirigée contre lui. Une partie de la noblesse normande se soulève et il échappe une nouvelle fois de justesse à une tentative d'assassinat. La Normandie sombre alors dans l'anarchie. Guillaume va alors faire preuve d'un habile sens tactique et politique afin de rétablir la situation et consolider son pouvoir. Il demande de l'aide au roi de France, Henri Ier, et écrase les puissants barons lors de la bataille de Vallesdune. Barons qui seront contraints de démanteler leur forteresse ou de fuir en Italie. C'est à cette période qu'il décide d'épouser Mathilde, fille du puissant comte de Flandre et nièce d'Henri Ier. Cette union sera interdite par le pape, en raison du fort degré de consanguinité des époux. Mais les jeunes mariés seront absous au prix d'une pénitence, la construction de 4 hôpitaux et 2 monastères.
l'abbaye aux hommes et l'abbaye aux femmes, ainsi que la construction d'un château ducal, qui vont permettre un développement rapide de la ville de Caen, devenant alors l'épicentre de la Normandie. En suivant les conseils du Vatican, il réussit à recevoir l'appui de la papauté, ce qui va avoir une grande importance lors de la conquête de l'Angleterre. Les années qui suivent vont affermir son pouvoir. Suite au premier rapprochement avec le roi de France, ce dernier va vouloir limiter l'expansion de Guillaume, en se retournant contre lui. Mais il est défait en 1057 lors de la bataille de Varaville, et les deux hommes vont alors signer un traité de paix. Guillaume va pouvoir administrer son duché en s'appuyant sur une garde rapprochée de fidèles, une meilleure redistribution des terres et un contrôle accru des vicomtes. La Normandie est désormais... Au moment de la mort du Christ, le sang de ses plaies aurait été recueilli par Joseph d'Arimathie qui l'aurait mêlé à de la terre. Il l'aurait confié à Nicodème qui l'aurait enfermé dans un étui de figuier. Isaac, le neveu de Nicodème, face à l'invasion romaine qui menaçait de reprendre Jérusalem, la jette à la mer et ce petit tronc de figuier va voguer, traversant la Méditerranée, passer le détroit de Gibraltar, remonter les côtes du Portugal, nager jusqu'au nord par l'Atlantique pour s'échouer enfin sur une rive de Fécamp en Normandie. Là, un ange qui annonce comme quoi il y a quelque chose dans cet écrit de très important, et pour ce faire prend la forme d'un cerf blanc, avec une croix lumineuse entre ses bois. Tu comprends maintenant la porte du cerf de pèlerins, effectivement. Ah, oui. Et donc, Jean de Berry, il est descendant des comtes de Normandie. Bah oui, mon le âge. pèlerinage ici pour la relique du précieux sang et Jeanne, est pratiquement aussi elle aurait été reine de France. que celui du Mont Saint-Michel. Mais elle a préféré revenir à Bourges. Effectivement en masse. Et tous ces secrets accumulés. De foire, de commerce, tu comprends, etc. à Bourges. Et donc, c'est une manière aussi d'apporter de la richesse à l'abbaye des moines. T'as l'air songeur, mon slob. À quoi tu penses, hein, mon gars? À rien. C'est l'esprit qui vagabonde. Je pense à mon petit ours en pierre qui dort là au bout de mon nez, au sous-sol, dans la crypte. Ils en ont pour long sur la tour, en travaux, sur la tour sourde. Pourquoi ils l'appelaient la tour sourde, mon art? On l'appelle toujours la tour sourde. Parce qu'elle est trop fragile pour supporter une cloche. La vibration la ferait péter. Et sur la droite, c'est la tour de beurre. On l'a appelée la tour de beurre parce qu'avant, la cathédrale, elle avait les deux tours pareilles. Et puis, je ne sais plus pourquoi, il y a une tour qui s'est effondrée. Ah, c'est vieux, hein. Donc, il a été reconstruite la tour de beurre. Et pour pouvoir la financer, à l'époque, le clergé, ils ont mis une gabelle sur les paysans et le peuple de Bourges. Alors, voilà, une taxe sur le beurre. Alors, moi, ça n'a pas changé, mon gars. Ils étaient en pénurie, ils étaient en guerre contre le tsar. J'en sais rien. Mais enfin, en attendant, après, les villageois, du coup, on l'a nommé la tour de beurre. À cette époque-là, on l'a nommé que Capongé, mon gars, peut-être que pour la bourse. Et on l'a nommé, les gens. Et on la nomme toujours la tour de beurre. Ah ouais. C'est quand même quelque chose, notre ville, mon gars. Je regarde les choses différemment maintenant. Ah oui. Elle est belle, quand même. Ouais, de la chance de vivre dans une ville où il y a des joyaux pareils. Tu sais, il y a des joyaux dans toutes les villes. Ouais, mais à Bourges, il n'y a pas un coin, il n'y a pas un poste sans qu'on voie quelque chose. Si on s'y regarde, bien entendu. Ah, ça fait du bien que je repose un petit peu mon renard, là. T'as vu, les fleurs, ça a poussé, hein. Ouais. Bonsoir, mon renard. A été ta journée? Bah oui.
Ah bah c'est bien, tu te restaures un petit peu. Oh bah oui, parce que j'en ai marre de chercher sur l'ordi tout un croc mon gars. Je commence à être à l'épuisement. Tiens, t'as du courrier. Ça doit être une de tes abonnés. Ah bah tu peux me l'ouvrir mon gars, parce que là j'ai pas de peine de miel. Bah qu'est-ce qui t'arrive mon gars, t'es tout blanc? Bah c'est pas une de tes abonnés mon slob. Ah bon? C'est une lettre de menace. Merde. Le pitre boucle là. Clôture ton enquête si tu veux échapper à la violence et à la malédiction d'Arthos. Méfie-toi, t'auras affaire à Arthos. C'est dingue ça mon gars. T'en vas voir le cachet? Non, c'est une lettre normale, on peut rien voir dessus. Elle est partie de Bourges-Sancre. N'importe qui aurait pu foutre dans la boîte aux lettres, ou Sancreville. C'est dingue, bah qui c'est? Arthos, qui pourrait nous vouloir du mal, mon art. Je sais pas, mais en attendant, il va falloir que tu te méfies. Toi et Goupil et Emeline. Ouais. Il n'est plus question que vous sortiez sans être accompagné. Tu crois, mon gars? Ah bah, j'ai pas envie qu'il vous arrive une tuile. À mon avis, vous êtes en train de mettre la main sur quelque chose qu'on veut pas que ça soit dévoilé. Il y a des chances, mon art. Si on me menace, c'est qu'on est proche de quelque chose. S'ils croient que ça va nous arrêter, ils font fausse route. Mais on va être prudent, mon art. Bah, vous avez tout intérêt, hein. Bon, allez, mange ta gaufre. On va pas paniquer. Si ça se trouve, c'est qu'une blague. C'est possible aussi, mon art.